Bien que Sido et les Vrilles de la Vigne soient réunis dans le même ouvrage, en fait, plus de 22 ans séparent la parution des deux livres. Lorsque Les Vrilles de la Vigne paraît en 1908, Colette a 35 ans, et lorsque Sido paraît en 1930, elle approche de la soixantaine. C'est peu dire que beaucoup de choses ont changé, à la fois dans la vie et dans l'œuvre de Colette, et si on veut lire et comprendre les deux œuvres, il faut impérativement les remettre en contexte. Les Vrilles de la Vigne paraît en 1908, au mois de novembre 1908, dans une toute jeune maison d'édition, les éditions de la Vie parisienne, qui ont été créées par Charles Saglio, qui est également le directeur de la revue du même nom. C'est un journal qui est caractérisé par son lectorat, puisqu'il s'adresse principalement à un lectorat masculin. On y propose des textes des grands auteurs de l'époque, accompagnés d'illustrations de jeunes femmes, disons-le tout de suite, légèrement vêtues. Donc c'est une publication un petit peu coquine, et d'ailleurs c'est pas pour rien que pour vendre le nouveau livre de Colette, Charles Saglio va essayer de mettre en avant ce qu'il peut y avoir d'exquisement pervers ou de délicieusement sensuel dans l'ouvrage de Colette. Il faut dire que lorsque l'ouvrage paraît en 1908, Colette est très loin d'être une écrivaine reconnue. Elle est plutôt, je reprends ces mots d'elle-même, une femme de lettres qui a mal tourné. Elle a quitté son premier mari en 1905, elle est donc une femme qui vit seule. Elle a choisi d'abandonner l'écriture, du moins en apparence, pour se lancer sur scène, où elle va défrayer la chronique puisqu'elle va, pour la première fois sur une scène française, montrer un sein nu. Et elle ajoute à cela le fait que dès 1906, elle vit publiquement en compagnie d'une femme, la marquise de Morny, ou Mathilde de Morny plus exactement, la fille du duc de Morny, une femme qui, au scandale pour l'époque, a fait le choix d'une identité masculine puisqu'elle porte un costume d'homme et se fait appeler par son entourage Oncle Max. Donc Colette est véritablement en 1908 une femme par qui le scandale arrive, et c'est sous cet angle que Charles Saglio essaye de vendre et de promouvoir Les Vrilles de la Vigne. Alors c'est un texte que le critique Michel Mercier a qualifié de livre harlequin, qui est fait effectivement de morceaux, 18 textes dans la première version de 1908, dont 16 textes ont déjà été publiés auparavant, dès 1905 pour le plus ancien d'entre eux, Les Vrilles de la Vigne, qui va donner son titre au recueil, et 1908 pour le plus récent. Et c'est des textes qui sont liés à la vie de Colette à ce moment-là, depuis qu'elle a quitté Willy. Puisque dans ces textes, vous allez retrouver Missy, donc sa compagne, qui lui inspire 4 textes. On va retrouver leur lieu de villégiature, notamment le Crotoy, où elles ont une maison, où elles passent de nombreux mois. On va retrouver leur séjour chez leur grande amie, la poétesse lesbienne Renée Vivien. On va aussi retrouver tout le milieu du music-hall et du théâtre, qui va devenir pour Colette une source d'inspiration pour ses œuvres à venir, comme La Vagabonde ou L'Envers du music-hall. On découvre aussi des chroniques de la mode, qui mettent en scène un personnage tout à fait mystérieux dans l'œuvre qui s'appelle Valentine, qui est presque un contre-modèle d'elle-même. Et puis on y retrouve aussi de façon symbolique le personnage de Claudine dans un texte qui s'appelle Le Miroir, puisque dans ce texte, Colette cherche à se libérer de ce personnage qui accompagnait ses débuts littéraires, puisque Colette a débuté dans la littérature par 4 romans mettant en scène ce personnage de Claudine, des textes coécrits avec son premier mari, et de toute évidence, Colette, en écrivant Les Vrilles de la Vigne, veut s'émanciper. Et la preuve même de cette émancipation, c'est le premier texte qui ouvre le recueil Les Vrilles de la Vigne, qui est une sorte de conte allégorique qui met en scène un rossignol qui est prisonnier, entravé dans une vigne, qui n'arrive pas à se libérer, qui finalement va se libérer par son chant. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que Colette, elle, veut se libérer de l'emprise de son premier mari en écrivant, en libérant à son tour son chant. Les Vrilles de la Vigne, c'est un texte auquel Colette tenait beaucoup. Elle va le reprendre à de très nombreuses reprises, en 1920, en 1934, jusqu'en 1950, alors qu'elle meurt en 1954. Elle va modifier la composition de ce recueil, supprimant des textes, en ajoutant, et c'est souvent des textes qui sont liés à des épisodes biographiques, des épisodes de sa vie, notamment, par exemple, on trouve dans Les Vrilles de la Vigne, dans l'édition qui est au programme du baccalauréat, un texte qui s'appelle Maquillage, qui s'inspire d'une expérience de Colette lorsqu'elle a lancé elle-même une ligne de produits de beauté, ouvert un magasin de produits de beauté en 1932, donc bien après la publication des Vrilles de la Vigne. Ce recueil signifiait
quelque chose d'important pour elle, peut-être symboliquement, la première œuvre dont elle pouvait être fière qui marque son émancipation, mais aussi ça rappelle que chez Colette, l'écriture et la vie sont intimement liées. Et puis maintenant, il faut passer à Sido. Alors Sido, c'est 22 ans plus tard, donc on est là en 1930, plus exactement en 2 temps, puisque le texte paraît d'abord en 1929 aux éditions CRA, une maison d'édition assez confidentielle, sous le titre Sido ou les points cardinaux, puis reparaît 1 an plus tard aux éditions Ferenczi, l'éditeur habituel de Colette, qui est un éditeur connu pour des éditions populaires, où le texte est enrichi de 2 nouveaux chapitres. Avec Sido, on trouve un chapitre consacré au capitaine, le père de Colette, et un chapitre consacré aux frères de Colette, les sauvages. Et alors là, le statut de Colette est complètement différent. En 1908, on avait donc cette femme de lettres qui a mal tourné, qui vivait une vie scandaleuse, marginale. En 1930, elle est le plus grand écrivain français vivant. C'est comme ça que Henri de Monterland la désigne, c'est comme ça qu'elle est perçue par beaucoup de ses confrères. En 1920, elle a publié Chéri, qui lui vaut la reconnaissance du puissant André Gide et du milieu de la NRF. Et en 1923, elle publie Le blé en herbe, qui est le premier ouvrage qu'elle va signer de son seul nom, Colette, alors que jusqu'à présent, et c'était le cas pour Les Vrilles de la Vigne en 1908, elle utilisait encore le nom de son mari, Colette Willy, sans doute parce qu'elle estimait avoir besoin de la réputation et de la renommée de celui qui était alors un écrivain, un journaliste reconnu, pour pouvoir accéder à une certaine notoriété. En 1923, elle peut enfin assumer familièrement, littérairement, un nom qui est le sien, Colette, qui va demeurer pour la postérité le nom d'un des plus grands écrivains de notre littérature. Colette n'est pas, dans ces années-là, reconnue comme une écrivaine d'autobiographie. Elle est surtout reconnue comme une écrivaine d'histoires d'amour et de désillusions amoureuses. C'était le cas de Chéri, c'est le cas du blé en herbe, et c'est encore le cas de la seconde, qui paraît en 1929, qui met en scène un triangle amoureux qui se passe dans le monde du théâtre. Mais c'est vrai que depuis le début des années 20, il y a un changement qui se fait dans l'œuvre, probablement parce que Colette a atteint la cinquantaine, qu'elle ressent le besoin, le désir de revenir sur les traces de son enfance. Ce cheminement va se faire en 3 temps. D'abord, 1922, elle publie La Maison de Claudine. C'est le premier ouvrage où le nom de la mère de Colette, Sido, apparaît, 10 ans après sa mort en 1912. Puis en 1928, dans La Naissance du jour, où des lettres de Sido viennent ponctuer le récit et même le composer. Et ensuite, donc, 1929-1930, Sido. On peut penser d'ailleurs raisonnablement que Colette n'avait pas tout à fait conscience, en écrivant Sido, qu'elle allait écrire un chef-d'œuvre qui, plus tard, serait au programme du baccalauréat. On peut s'en faire une idée parce que lorsque paraît Sido, donc en 1929 puis en 1930, elle n'en parle quasiment pas à son entourage. C'est assez rare car souvent quand Colette travaille, lorsqu'elle écrit, elle évoque ses difficultés d'écriture, ses préoccupations à ses proches. Étrangement, Sido, elle n'en parle quasiment pas. Alors pourquoi ? C'est assez mystérieux pour nous et il y a assez peu de critiques et de chercheurs qui ont réfléchi à cette question. D'abord, il est probable que Sido a été un ouvrage de commande. C'est pas un texte qui est venu spontanément chez Colette. Cette commande, elle vient de Léon Pierrequin, qui est le directeur littéraire des éditions CRA, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un grand admirateur de Colette. Colette d'ailleurs a encouragé ses débuts en publiant un roman de Léon Pierrequin dans une collection qu'elle dirigeait chez Ferenczi au début des années 20, la collection Colette. Et celui-ci a probablement lu La Naissance du jour. Et souvent les lecteurs peut-être ont une connaissance plus fine de l'œuvre d'un auteur que l'auteur lui-même. Et il a compris en lisant La Naissance du jour que le personnage de Sido était un personnage essentiel dans la personnalité et dans l'œuvre de Colette. Et il va créer à ce moment-là une collection qui s'appelle Femmes, qui est une succession de portraits de femmes. Et il va demander tout simplement à Colette, lui suggérer d'évoquer le personnage de sa mère. Et c'est probablement cette suggestion qui amène Colette peut-être à revenir sur un personnage qu'elle n'osait pas trop aborder. On a beaucoup parlé de cette relation complexe entre Colette et sa mère, faite à la fois d'un amour infini et en même temps d'une volonté d'indépendance, d'émancipation par rapport à une mère très possessive. Donc elle a probablement des réticences à aborder frontalement le personnage de sa mère. Léon Pierrequin lui permet de le faire et en 1930, elle va compléter ce portrait de sa mère en le rééquilibrant d'une certaine façon avec le portrait de son père et le portrait de ses frères. J'aime à penser que si Colette n'a
pas beaucoup parlé de ce texte qui pourtant allait imposer à la postérité l'image de la fille de Sido, c'est probablement parce qu'elle exposait là la part la plus intime d'elle-même, son secret le mieux gardé. Il y a cette expression d'un ami de Colette, Henri de Régnier, qui parle à propos de Sido, de son âme visible et secrète. Et c'est effectivement ça, probablement Sido, 22 ans après l'Évry de la Vigne, le secret le mieux gardé de Colette.